Salut les gars, aujourd'hui on va parler OpenRC. On va parler OpenRC en profondeur. Je pense qu'il va y avoir 2 vidéos parce que c'est un peu touchy, on va dire. C'est un peu touchy, donc voilà, je me suis une liste. Je vais essayer de pas trop digresser. De toute manière, il va y avoir du montage au taquet parce que voilà, c'est une vidéo très très théorique. On va parler technique aussi, je vous rassure, mais c'est une vidéo très très théorique. On va parler de l'OpenRC dans l'histoire, enfin l'histoire de l'OpenRC dans l'histoire, genre ça a 500 ans. Donc on va commencer avec la définition. J'ai mes notes là, donc pour vous dire, ça va être structuré ce coup-ci. Qu'est-ce que l'OpenRC? Donc l'OpenRC, c'est du modélisme open source. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que vous allez créer un modèle réduit dont les sources seront modifiables et accessibles. En gros, vous allez ou vendre vos plans et les gens pourront les modifier, ou donner les plans et les gens pourront les modifier. Dans l'ensemble, le but c'est que les gens puissent modifier ce que vous allez créer, puissent l'améliorer, et voilà. Ce n'est pas incompatible avec une vision commerciale. Encore une fois, open source, ça ne veut pas dire gratuit. Ça veut dire que les sources sont ouvertes. Du coup, l'initiateur du projet OpenRC, c'est monsieur Daniel Noré, qui travaille donc dans l'impression 3D. J'utilise DeepL pour traduire, comme ça au moins c'est pas trop mal. Donc le mec bosse depuis 20 ans dans l'industrie de fabrication. Et en 2015, il se lance dans la fabrication additive. Donc il crée sa première entreprise en 2010, en se concentrant sur la conception de tôles et de systèmes d'enceintes, ce que je ne savais pas. Il fait aussi du prototypage et de la conception en fabrication additive, quoi. Le deuxième point, c'est pourquoi c'est important. C'est important parce que ça met à l'épreuve nos imprimantes 3D. Déjà, ça nous permet de les faire évoluer. Aujourd'hui, n'importe quelle imprimante 3D, elle est capable d'imprimer du nylon carbone sorti de boîte. Moi, la mienne, c'est une Ender 3 première génération. Il a fallu que je fasse quelques modifs quand même pour en arriver là. Aujourd'hui, une Ender 3 standard, une V2 ou une V3, je crois que ça, on en est à la V3 aujourd'hui, permet d'imprimer du nylon directement. Et de nous mettre nous-mêmes à l'épreuve en tant que concepteurs, parce que l'impression 3D demande des compétences d'impression qui sont particulières. On n'imprime pas une équerre en PLA pour mettre une étagère avec un pot de fleurs dessus, quoi. Je veux dire, c'est pas, voilà, le but le but étant de rechercher une certaine solidité, une certaine souplesse, une certaine fiabilité dans quelque chose qui est de base fragile. Un modèle réduit, c'est fragile, qu'on en dise, hein. Même si vous prenez un truc de bâche, c'est pas incassable, hein. Vous allez faire des jumps de 4 mètres avec, le truc il va finir par casser. Et si c'est un Traxxas, ça va vous coûter 60 balles une paire de triangles. Voilà. Et le but donc, c'est de mettre à l'épreuve notre matériel et de mettre à l'épreuve nos compétences de design industriel. Ça permet aussi d'innover. L'avantage de l'impression 3D, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut, vraiment ce qu'on veut. Vous voulez faire une moto, vous pouvez. Vous voulez faire une voiture de rallye, vous pouvez. Vous pouvez choisir l'échelle, vous pouvez choisir la taille sans tenir compte de l'échelle. Il n'y a pas de limite réelle si ce n'est votre imagination. Si vous avez une imprimante comme la mienne en 225 par 225, rien ne vous empêche de faire une voiture au 1/4. Il faudra juste réfléchir à la façon dont vous allez le faire. Bon, ça empiète un peu sur le chapitre suivant, qui est en gros la présentation technique de l'OpenRC. Dans l'ensemble, l'OpenRC, ça va être des châssis du 1/28e ou 1/10e. Café, je me dessèche. Je parle trop. Nous, à Marseille, on a
quelqu'un qui fait une GT8 au 1/8e. Donc, il y a beaucoup de modèles de trains électriques. Le modélisme ferroviaire y est aussi fortement représenté. Nous, ce qui va nous intéresser principalement, c'est le 1/10e. Le 1/10e Touring. Vous pouvez faire du 1/10e tout-terrain, considérez que ce sera quand même relativement plus fragile, mais vous pouvez faire du tout-terrain sans problème. Je vais vous parler principalement de 1/10e Touring, 4x4, traction, tout ça, mais en réalité, je vais vous conseiller de commencer par un petit modèle, du 1/28e typiquement. Ça vous permet de vous faire la main. Et si vous vous foirez sur une impression de 3 heures, 4 heures, 5 heures, et pas sur une impression de 17 ou 18 heures. Partez aussi pour un premier projet sur un modèle qui est déjà créé. Sur Thingiverse, typiquement, vous allez trouver des modèles gratuits. Je vous parle de Thingiverse parce que c'est là où vous avez le plus de chances de trouver des trucs gratuits. Sur 3D Cult, ça va être très souvent payant et ça va pas être de meilleure qualité, voire c'est pas très bon ce qu'il y a sur 3D Cult. Enfin, le peu que j'en ai vu, c'est pas très bon. Moi, mes modèles, ils sont gratuits. Encore une fois, vous pouvez les télécharger, les améliorer. Partez du principe que mes modèles sont compétitifs et qui sont plus fragiles potentiellement qu'un modèle qui est un peu moins compétitif et qui sera plus grand public, on va dire. Enfin, toutes les OpenRC, elles sont de même gamme. Il n'y a pas de gamme là. Voilà, c'est du plastoc plus ou moins rigide, plus ou moins flexible. Mais du coup, les miennes sont peut-être un peu plus fragiles, par contre un peu plus compétitives. Voilà. Je vous rappelle que la V1, elle fait 1,3 kg avec tout son matériel. Donc voilà, on est très proche des poids, voire en dessous des poids du commerce. La pièce détachée et l'électronique. Je vais vous montrer ce que moi j'utilise dans l'ensemble. Alors, voilà, typiquement pour mes OpenRC, ça c'est ce que je vais utiliser en biellette sur ma traction. Sur la V1, c'est ce que j'utilise comme biellette. Prenez en compte dans votre conception la longueur des biellettes. C'est vraiment super important parce que sinon vous allez vous retrouver avec un modèle qui est imprimable mais dont la taille de biellette n'existe peut-être pas. Ça, c'est le genre de roulement que j'utilise pour la direction typiquement ou pour les renvois les renvois de suspension sur la V2. Dans les roues, en général, on va utiliser des roulements 5-10-4. Le support cerveau, ça c'est la base. Vous pouvez les imprimer. Moi, je vous conseille de ne pas le faire. Hein, vous avez vu le prix. Alors, je vous montre AliExpress. Je ne suis pas sponsorisé AliExpress, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est juste que c'est l'endroit où vous avez le plus de chances de trouver ce que vous avez besoin à un prix, au prix de ce que ça vaut réellement. Parce qu'à un moment donné, ce genre de pièces-là, vous les achetez dans un magasin en ligne en France, vous allez les payer 3 fois le prix, quoi. Je viens de me faire 150 balles de pneus chez un magasin, dans un magasin français. C'est juste que des fois, c'est abusé. Voilà, des fois c'est abusé. Donc voilà, je vous montre juste les pièces, la gueule qu'elles ont et ce à quoi vous devez penser quand vous créez votre OpenRC. Le support cerveau et la taille d'un cerveau, et le cerveau, ça fait partie des choses que vous devez avoir en premier, au même titre que la batterie et que le moteur. Parce que c'est des choses qui prennent de la place sur le châssis. Autant votre récepteur, votre variateur, ça va, vous pouvez à peu près toujours les caser où vous voulez sur un châssis. Batterie, moteur, cerveau, c'est des pièces qui ont déterminé la géométrie de votre châssis. Alors, ça c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Café, je me dessèche. À la base, je mettais des vis dans mes porte-fusées. Et ben ça c'était avant. Si vous concevez votre châssis et que vous avez l'impression qu'une pièce n'existe pas, cherchez bien, elle existe. La pièce que vous cherchez, vous allez forcément la trouver à un moment donné. Que ce soit dans une marque particulière ou en lot comme ça pour vos RC. Donc ça, moi, ça m'a permis de refaire mes porte-fusées et étrier sur la V1 et il n'y a pas de jeu. Alors, ça, les inserts laitons. Alors là, j'ai mis des inserts laitons avec une butée. C'est pas une obligation, la butée. Montez et prévoyez vos conceptions 3D avec des inserts en laiton
quand vous faites du 1/10, si votre vis ne peut pas être traversante. Si votre vis peut traverser tout le châssis, typiquement, bon bah l'insert-laiton il sert à rien, puisque du coup vous allez poser votre pièce, enfin avec la vis qui passe au travers plutôt. Si vous ne pouvez pas faire ça, si vous devez utiliser une vis qui ne débouchera nulle part, insert-laiton. Vraiment, ça multiplie par 10 la solidité de votre emprise au niveau de la vis, quoi. Les entretoises 5 mm de différentes tailles. Alors ça vous sert pour tout. Pour tout. Une batterie, ça fait 25 mm d'épaisseur. Un stick, ça fait 25 mm d'épaisseur. Ces trucs-là, ils peuvent faire 25 mm d'épaisseur. Moi, sur la V1, l'espace entre le châssis et la platine supérieure fait 25 mm. Donc ça veut dire que au milieu de mon châssis, j'ai ce type d'entretoise qui me permet de poser mon renvoi de direction. Donc ça veut dire que votre renvoi de direction, vous allez pouvoir le faire tourner sur un roulement 5-10-4 par exemple, sur un axe en alu. Précision égale à ce que vous allez trouver dans le commerce. Vous allez trouver toutes les tailles. Vraiment toutes les tailles. Ça peut servir pour faire des supports d'amortisseurs, pour faire des entretoises sur les supports d'amortisseurs, des colonnes de direction, des entretoises de châssis pour rigidifier le châssis. Typiquement, nous aujourd'hui, on roule avec ces pneus-là, c'est Rush. Ces pneus qui sont toilés et qui ont un insert et qui ont vraiment pas mal de grip. Alors, juste pour vous reparler des biellettes vite fait. Faites attention quand vous prenez des biellettes. Bon bah là j'ai pas tout, mais faites attention à la taille de la chape et à la taille de la rotule, parce que il faut que votre rotule puisse rentrer dans la chape. Le pignon, enfin les pignons dans l'ensemble à la base. Alors le but ça va être que vous calculiez le ratio de base de votre voiture. C'est la taille de votre couronne divisée par la taille de votre pignon. Si vous avez une couronne qui fait 68 dents, que vous divisez par un pignon qui a 17 dents, vous avez un ratio de 4. Si vous voulez augmenter ce ratio, vous prenez votre ratio de 68 dents, vous le divisez par 27, et vous allez avoir 2,5. Du coup, ça ne l'augmente pas, ça le diminue. Pour un tour de couronne, le pignon aura fait 2,5 tours. Il faut que vous calculiez l'ensemble de votre ratio sur toute la voiture. Le pignon couronne, ou la poulie et le différentiel, ou le... Bon, je m'aperçois que c'est pas clair, donc je vais reprendre ça de façon plus concise. Vous divisez le nombre de dents de votre couronne par le nombre de dents de votre pignon. Vous divisez le nombre de dents de votre couronne de différentiel et de votre poulie ou de votre couple conique. Ces deux chiffres que vous avez, vous les additionnez et ça vous donne le ratio complet de votre voiture. Voilà, tout simplement. 8 heures pour expliquer un truc pareil. Moi, j'ai pris pour habitude, c'est pas une vérité quoi que ce soit, j'ai pris pour habitude, quand je crée mes modèles réduits ou quand je monte un kit, de partir sur un ratio de 5,2. En fonction du module, on va parler du module, vous inquiétez pas, ça vous permet d'avoir une base. Quand vous concevez votre voiture, n'hésitez pas à avoir un ratio élevé, donc un gros chiffre de ratio général, parce que comme ça fait pas chauffer le moteur. Les pignons, quelle que soit la discipline, quelle que soit la voiture que vous avez, c'est du consommable, n'oubliez pas. 2, il faut tout le temps en avoir de toutes les tailles. Donc il faut trouver il faut trouver le bon compromis entre la taille de votre pignon, la taille de votre couronne, et tout ça. Je vais pas vous faire un cours sur... je suis déjà en train de vous faire un cours sur les pignons et sur le ratio. Merde. En principe, ça colle avec tout. Le module. Alors, en 1/10 touring,
et un 10e tout-terrain, on va avoir quelques modules qui sont très très courants. En touring, ça va être le 48 et le 64 DP ou le M06 pour Tamiya. M06 et 48 DP sont des pignons, sont des modules qui sont assez semblables, mais qui ne sont pas compatibles. Même si vous avez l'impression que ça peut passer, ça passera pas. Non, je vous le dis direct, ça passera pas. En OpenRC, on va utiliser du 48 DP ou du module Tamiya, parce que c'est des modules qui ont un bon compromis rendement solidité. Si vous faites un truc un peu plus baroudeur qui va rouler sur des parkings, vous pouvez rouler en 32 DP. Voilà, c'est pas déconnant. Si vous voulez imprimer votre couronne, le 32 DP sera indispensable, parce que les autres modules sont trop petits pour être imprimés à l'imprimante 3D. Vous allez trouver aussi assez facilement des cardans homocinétiques. Là, ce type de cardan-là, typiquement, c'est des cardans pour Sakura. Ça rentre dans des noix de différentiel Tamiya pour TT02 renforcées, les petites noix en acier de chez Tamiya. Donc pour le différentiel étanche. Donc ça, c'est un différentiel de Sakura. Voilà, c'est un différentiel de Sakura. Quand vous l'achetez, il est livré comme ça, complet. 11 €. Vous avez le différentiel, les roulements et tout le bordel qui va autour, quoi. Voilà. Si vous voulez faire une OpenRC avec des courroies, c'est du module 3. On va y venir. C'est super facile à trouver, c'est carrément pas cher. Voilà, vous n'êtes pas obligé de vous prendre la tête à imprimer un différentiel. Et enfin, le moteur, le combo, voilà, un 3650 pour du 1/10, s'il vous plaît, voilà, 3650. La puissance, c'est vous qui voyez. Inutile de mettre un 5000 kV sur une traction, vous avez compris que c'est pas très utile. Moi, sur la traction, j'ai un 3900 kV, ça marche très très bien, j'arrive à suivre le TT02 de Gab. J'ai mis un 4750 kV sur la V2, c'est un peu trop gros, ce moteur va rester là où il est, mais 3900 kV, 3300, 3900 kV, c'est pas déconnant pour une traction. Évidemment, si vous faites une touring, double courroie ou arbre de transmission centrale, vous pouvez monter au-delà de ça sans problème. Hein. Si vous voulez monter du 5000 kV, justement, en théorie, vous pouvez, surtout si vous utilisez les pièces du commerce, pour faire votre transmission. Vous pouvez sous-motoriser aussi, si vous voulez mettre un moteur plus petit, rien ne vous interdit de le faire. Voilà. Je vous dirais bien de faire pareil, que vous pouvez faire pareil avec un moteur plus gros, et oui, effectivement, vous pouvez mettre un moteur d'un 8e dans une 1/10 sans problème. Le seul problème, c'est que après, ça va faire 3 kg et que ça va pas avancer, parce que vous allez quand même rouler en 2S, parce que vous êtes quelqu'un de raisonnable, même si vous avez mis un moteur d'un 8e. Voilà, donc non, montez un moteur de 1/10 dans une 1/10, montez des 2S dans une 1/10, ne montez pas un moteur de 1/8 dans une 1/10 et ne montez pas des 3S ou des 4S dans une 1/10. Soyez gentil, soyez raisonnable. Et enfin, où est-ce que vous pouvez vous fournir en pièces un peu plus typées industrielles? On va aller chez 1, 2, 3 courroies que l'ami Kiskoun nous avait conseillé. Alors pour moi c'est une révolution, hein, ça, du coup, trouver mes courroies sans être obligé de passer par AliExpress ou quoi que ce soit. Voilà. En OpenRC, 1/10, on va partir sur du module 3. Rectification, on part pas sur du module 3, on part sur du module 3 MGT. Pourquoi 3 MGT? Parce que les courroies commencent à 3 mm d'épaisseur. Je refais la vidéo par rapport à ce que j'avais fait avant, puisque je vous conseille des modules 3 standards. 3 MGT. À peu de choses près, c'est le même module. Hein. De crête à crête, ça fait 3 mm. Après, c'est la forme des dents des courroies qui doivent changer. Et donc, toujours pareil, vous avez un nombre de dents qui est complètement hallucinant. Vous pouvez aller de 35 à 564. Voilà, donc la 564, elle doit faire 2,5 km, alors que la 35, elle doit faire 3 microns, 5. Voilà. La suite, là, tout de suite. 1, 2, 3 roulements. Bon, pareil, est-ce qu'il y a besoin de les présenter? Vous cherchez des roulements, vous allez sur 1, 2, 3 roulements, vous trouvez les roulements. À savoir que
1, 2, 3 roulements ne vend, pour ainsi dire, que du haut de gamme. Donc les roulements sont un peu plus chers que sur Amazon ou AliExpress. Mais vous aurez systématiquement de la meilleure gamme. Donc bon, voilà. Diamètre intérieur, diamètre intérieur c'est du 5. 5. Diamètre extérieur, c'est du 10. Et épaisseur, c'est du 4. Hop là. Donc vous avez les premiers qui sont à peu près à 2 euros. Bon voilà, 15,75 €. Qui dit plus, qui dit plus. Celui-ci, à mon avis, vous pouvez le monter dans une fusée. Taille réelle. Et enfin, bricovis. Si vous cherchez des vis. Et, nous, on veut du M3, hein, parce que on veut du M3. C'est le M3, c'est la vie. Donc on va aller chercher des vis. Hop, comme vous voyez, il y a du cylindrique, il y a du bombé, il y a du fraisé, il y a du sans tête, il y a du avec rondelle intégrée. Bref, bon, vous avez tout ce que vous voulez. Avec téton de centrage. Voilà. Il y a du anodisé. Je ne savais même pas qu'il y avait anodisé, c'est trop bien. Donc voilà. Là, vous allez trouver ce que vous voulez comme vis. Et c'est carrément pas cher. Je vous montre ma dernière commande. J'en ai eu pour 26,42 €. Et voilà ce que j'ai commandé. 26,42 € avec les frais de port. Hein. C'est à coût de 30 pièces que je commande. Voilà. Est-ce que je dois dire autre chose? Pour en revenir aux courroies tout à l'heure, je voulais vous montrer quand même un outil que j'utilise beaucoup. C'est le Belt Calculator. En gros, ça vous permet de calculer la taille de votre courroie, nombre de dents, par rapport à son anthrax. Donc vous allez rentrer le diamètre de votre poulie, le diamètre de votre différentiel, puisque dans 99% du cas, ce sera le différentiel. Tout ça en nombre de dents, la distance qui les sépare en millimètres, et ça va vous donner le nombre de dents de votre courroie en fonction de si vous voulez un truc tendu, un truc un peu lâche, ou un truc qui va où vous allez être obligé de mettre un tendeur de courroie. Il y en a un autre. Donc là, vous avez pareil un calculateur de distance. Tous ces calculateurs là, ils sont gratuits évidemment, donc vous pouvez les utiliser sans restriction. Je vous mettrai, si j'y pense, les liens en description de tous les trucs que je vous ai montrés. Bon, pas de AliExpress, hein. AliExpress, vous allez vous démerder. Donc ça, c'était pour la technique et pour le côté un peu vraiment technique des pièces que vous allez avoir besoin pour votre RC. Pour l'impression 3D elle-même dans l'ensemble, vous le savez, je vais vous conseiller le nylon carbone, le nylon pas carbone, le PETG carbone, le PLA carbone pour éventuellement du prototypage ou des pièces qui n'auront, des pièces à faible contrainte, support de batterie typiquement. Dans une seconde vidéo, je vous montrerai, qui sera sûrement plus courte que celle-ci quand même, je vous montrerai comment j'imprime mes pièces pour que vous ayez une idée de comment obtenir une pièce solide sans être obligé de la renforcer avec des barres d'acier dedans, quoi. La barre de fer. On va vouloir soit de la solidité dans la pièce, soit de la précision. Et en fonction de solidité, précision, du compromis entre les deux, on va positionner notre pièce sur le plateau d'une certaine façon. Donc je vais vous expliquer ça dans la prochaine vidéo. Voilà, j'avais envie de vous parler un peu de mes réalisations perso pour la suite. Mais je crois que vous les avez assez vues. Il y a la pente carême châssis qui est toujours en cours. Il y a la V2 traction qui est toujours en cours aussi. Et la V1.8 aujourd'hui qui n'est plus en cours mais qui continue à évoluer. Donc aujourd'hui en fait le châssis je le considère fini.
Le fait que je le considère fini ne veut pas dire que moi, de mon côté, je ne vais pas l'améliorer et que je ne vais pas quand même donner ces améliorations-là aux gens qui voudront l'imprimer et ou le fabriquer. Je dis et ou le fabriquer parce que les prochaines améliorations ne seront pas faites avec une imprimante 3D. Donc là, on va revenir un peu à des considérations un peu moins techniques. Quels sont les avantages de l'OpenRC? L'OpenRC, l'avantage, c'est que vous pouvez utiliser des pièces recyclées et que ça vous coûte quand même sacrément moins cher. Si vous imprimez vos OpenRC en PLA, en plus, ce sera écolo, puisque le PLA, c'est du maïs. Hein, mais vous allez de toute manière pas être spécialement écolo, pas plus qu'avec une RC standard, parce que vous allez forcément imprimer en PETG ou en nylon ou en ABS, donc des trucs à base de pétrole. Voilà. Le but étant que vous fassiez des trucs solides pour pas être obligé de casser des pièces, pour pas casser des pièces en permanence, pour pas que ça aille à la poubelle. Ça, c'est l'inconvénient de l'OpenRC, c'est que de toute manière, vous allez avoir des ratés. Voilà. Partez du principe que vous allez gaspiller du pétrole. C'est triste. C'est pour ça que faire des pièces proto en PLA, c'est pas déconnant. Si vous n'êtes pas sûr de vous, imprimez-les en PLA. Voilà. En PLA standard. Vous prenez un PLA blanc, de merde, là, à 12 € la bobine de 1 kg, prenez ça, et si vous le jetez, ça finira en compost en fait. Donc voilà. Le gros avantage donc de l'OpenRC, avant tout, c'est qu'un châssis vous coûtera probablement beaucoup moins cher que l'équivalent dans le commerce. Voilà. Tout simplement, il y aura aussi un autre avantage, c'est que vous avez la possibilité et la capacité de faire absolument ce que vous voulez. Ça, c'est vraiment le truc le plus qu'il faut retenir réellement, c'est que vous pouvez faire ce que vous voulez. Il n'y a pas de limite. Réellement, la seule limite, c'est les limites que vous allez vous mettre vous dans votre tête, en mode ouais, mon imprimante elle est trop petite, ou j'ai pas les capacités, ou j'ai pas le bon logiciel. Donc voilà, en vrai, la seule limitation que vous allez avoir, c'est votre budget. C'est tout. C'est la seule limitation que vous pouvez avoir, c'est votre budget. Après, évidemment, il y a une relativement grosse communauté autour de l'OpenRC. Il y a surtout une énorme communauté autour de l'impression 3D. Si vous débutez en impression 3D, que vous voulez faire de l'OpenRC, les questions standards utilisées pour l'impression 3D auront les réponses que vous cherchez. Il n'y a pas de particularité particulière à imprimer du nylon pour une OpenRC ou pour faire une étagère. Pour dire que si vous cherchez des réponses liées à l'impression elle-même, vous allez trouver toutes ces réponses, il n'y a aucun problème. Si vous cherchez des réponses liées à l'OpenRC, là, il faudra fouiller un peu plus, parce que vous allez devoir trouver des forums et des fils de discussion Facebook dédiés à l'OpenRC, et ça, c'est un peu plus compliqué à trouver. Un autre avantage que je vois, et pour lequel je ne suis pas la seule à le voir, c'est pour le vintage et la restauration. Des fois, c'est compliqué de retrouver des pièces et les refaire. Ça vous permet de faire rouler vos jouets. Bon, c'est plus de l'OpenRC puisqu'on part sur un modèle purement commercial qu'on va restaurer, réparer, améliorer. Voilà, vous mettez ce que vous voulez derrière ça. C'est une bonne base d'apprentissage pour l'OpenRC puisque du coup, vous avez un vieux modèle vintage que vous voulez remettre en route. Faire 2-3 pièces pour ce modèle vintage, ça vous permet de vous donner une idée de comment modéliser des pièces pour l'OpenRC, sachant qu'on n'aura pas les mêmes contraintes d'impression sur une pièce que les contraintes qu'on aurait en moulage. D'où la vidéo que je vais vous faire sur l'impression 3D liée à l'OpenRC, parce que du coup on est sur des techniques d'impression particulières, on est sur une réflexion d'impression particulière. Vous n'allez pas placer votre triangle de suspension de la même façon. Si vous l'imprimez, il n'aura pas la même solidité et la même souplesse en fonction de comment vous l'imprimez. En gros. On va finir sur les limites.
et les évolutions possibles. Vraiment, j'ai ma fiche là. Alors, les limites de l'OpenRC, c'est quoi? C'est la solidité. On est en moyenne sur 20% de solidité en moins par rapport à un modèle du commerce. C'est pour ça que je pousse vraiment à l'utilisation du nylon et du nylon carbone, parce que c'est, à mon avis, les matériaux qui se rapprochent le plus de ce que vous allez trouver dans le commerce en termes de solidité. Donc ça, c'est la première limite. La deuxième limite, c'est que c'est un peu long à obtenir tout ça. C'est pas je vais me péter une Cero, hop là, free racing, tac, 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 hop là, 200 balles, et vous recevez votre voiture 3 jours après. Non, là, 3 jours, vous avez le châssis. Voilà. Si vous y êtes 2 heures, 1 heure ou 2 heures par jour, au bout d'une semaine, 2 semaines, vous avez conçu une ébauche de votre châssis. C'est-à-dire que vous avez les grandes lignes, et que les détails, vous allez devoir les peaufiner. C'est dans les détails que se cache le diable. C'est dans le diable que se cachent les détails. Les détails, c'est ce qui va vous faire le plus chier, parce que quand vous placez votre renvoi de direction plus ou moins 1 mm en avant ou en arrière du châssis, ça va changer la géométrie de votre direction, modifiant par exemple la Karman, modifiant pincement à l'enfoncement. Dès que vous avez la première ébauche de votre châssis, chaque petite correction que vous allez apporter dessus va probablement modifier quelque chose dans la géométrie du châssis qu'il faudra corriger. Et c'est ça qui est long. Il y a ça qui est long, et il y a les tests. Une fois que vous avez imprimé votre châssis, vous allez aller le rouler. Et la grosse frustration, c'est que vous fassiez 2 mètres et qu'il y ait une pièce qui casse. Quand vous allez rouler avec votre OpenRC la première fois, prenez une autre voiture, parce que sinon vous allez rentrer avec des batteries pleines, quoi. Prenez toujours une autre voiture avec vous pour être sûr de rouler, de ne pas être frustré. Parce que je vous garantis que moi je l'ai fait, partir avec juste mon OpenRC, me dire c'est bon, ça marche, et en fait non. Je pars faire 3 km en vélo avec ma voiture dans le sac, je mets la voiture sur le parking, j'accélère, je fais 3 mètres et arbre de transmission qui pète. Donc je remballe, je remets la voiture dans le sac, je remets le sac sur le dos et je remets le vélo entre les jambes. Et je repars faire 3 km dans l'autre sens pour réimprimer une pièce qui va mettre 3 heures à imprimer. Et donc j'aurais pas roulé de la journée, quoi. Voilà. Donc à part en vélo. donc quand vous partez rouler les premières fois votre OpenRC, partez rouler avec une autre voiture, pas rentrer frustré. C'est vraiment super important. Sauf si vous aimez bien être frustré. Ça, après, c'est votre problème à vous. C'est de là que découle le fait que vous allez consommer beaucoup de plastique. C'est que votre première itération, elle sera foirée. Partez du principe qu'elle sera foirée. Voilà. Moi, il m'a fallu 4 ans, encore une fois, pour que ma V1 elle soit capable d'enchaîner les packs sans problème. Qu'elle soit OK. La V2, la première fois que je l'ai sortie, elle a été fiable. Mais la V2, j'ai des problèmes au niveau conception de suspension. Vous avez compris qu'il y a plein de renvois de partout et que c'est chiant à régler. Voilà. Et c'est ce que je vous disais, à chaque fois qu'on touche un réglage de ce type-là sur la voiture, ça change le comportement et la géométrie de la voiture. Alors, à moins d'avoir SolidWorks en version professionnelle qui coûte je ne sais pas combien de milliers d'euros par mois, ce sera probablement pas votre cas. Vous allez utiliser Onshape gratuit ou la version Maker de SolidWorks ou FreeCAD, et ces logiciels-là ne vous permettront pas de faire des calculs poussés en termes de simulation. Si vous voulez rester dans l'égalité, la licence SolidWorks standard Maker, elle est à 50 balles à l'année. Onshape, c'est gratuit. FreeCAD, c'est gratuit. Il y a Google SketchUp qui est gratos. Il y a Fusion 360 qui doit pas être bien cher ou qui est peut-être gratuit. Bon, il y a 1 milliard de solutions qui vous permettent de pas être dans l'illégalité et qui vous permettront donc de vendre votre matériel, de vendre vos créations sans que personne vous fasse chier, à part le gouvernement qui vous prendra 40%. Dans la prochaine vidéo, on parlera plus en profondeur du 1/10 Touring. Sur le logiciel 3D, je vous montrerai comment je débute un projet.
ce que je fais, ce que je dis, ce que je me dis dans ma tête, ce que je marque sur un papier. En général, c'est ce que je me dis dans ma tête, je le marque sur un papier. Et je vous montrerai comment voilà, on débute un projet. Je vais pas vous montrer tout un projet parce que ça me prend des semaines, quoi. Donc puis là, j'en ai pas de commencer et j'ai la flemme. donc je vous ferai voilà, un petit début de projet pour vous montrer comment je débute, comment je me fixe mes limites, mes contraintes et pour un dixième ce qu'il va falloir que vous prévoyez en termes de conception. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Je crois que c'est pas trop mal. La conclusion a duré 8 ans la vie. Je vais devoir couper ça au hachoir, quoi. Voilà, au hachoir. Donc, des bisous et à bientôt pour la prochaine vidéo qui sera donc sur la 3D d'une OpenRC. Bisous!